Au mariage de ma sœur, elle m'a attaqué dans son discours. Certaines épousent un bon parti. D'autres élèvent des erreurs. Maman a rajouté, au moins son erreur est bien habillée. Mais le marié s'est levé. Au mariage de ma propre sœur, dans un château magnifique près de Lyon, j'ai été publiquement humiliée. Devant 200 invités, ma sœur Chloé, la mariée, m'a attaqué dans son discours. Certaines d'entre nous épousent un bon parti, a-t-elle dit en regardant son nouveau mari, d'autres élèvent des erreurs. Ma mère, Catherine, a rajouté avec un sourire glacial, au moins, son erreur est bien habillée aujourd'hui. Leurs mots étaient des poignards, et le silence qui a suivi était assourdissant. Je me suis sentie piégée, le souffle coupé, mon fils de 9 ans se serrant contre moi. C'est l'histoire de la façon dont leur cruauté a déclenché une vérité qui a tout fait exploser. Cette histoire est l'une des plus difficiles que j'ai jamais eu à raconter. Avant de plonger dans les détails, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Savoir que nous sommes connectés à travers le monde me donne la force de continuer. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de ce cauchemar. Je suis figée au centre de la grande salle de bal du château de la Rivelaine. Ma robe bleu marine, une pièce de créateur que j'ai trouvée en solde et pour laquelle j'ai économisé pendant 3 longs mois, me semble soudainement un étau sur la poitrine. Le champagne dans ma flûte tremble, de fines ondulations trahissant la tempête qui fait rage en moi. Léo, mon fils de 9 ans, mon ancre dans ce monde, s'agrippe à ma main libre. Ses petits doigts serrent les miens avec une pression croissante à mesure que le rire aigu et artificiel de ma sœur Chloé résonne dans le système de sonorisation de pointe de la salle. Maman, murmure Léo, sa petite voix presque inaudible sous les murmures qui commencent à s'élever. Il se penche contre ma hanche, cherchant un refuge qui, je le crains, n'existe pas dans cette pièce. Pourquoi tout le monde nous regarde comme ça? Je ne peux pas lui répondre. Ma gorge s'est nouée, emprisonnant les mots aussi sûrement que si quelqu'un avait plaqué sa main sur ma bouche. Je déglutis, mais l'air ne passe pas. À l'autre bout de la pièce, sous les lustres en cristal qui pendent comme des constellations gelées, ma mère Catherine se tient à côté de Chloé à la table d'honneur. Ses cheveux argentés, coiffés à la perfection, attrapent la lumière. La satisfaction suffisante sur son visage, ce masque de triomphe qu'elle porte chaque fois qu'elle parvient à me rabaisser, envoie une vague de froid glacial dans mon estomac. Chloé tapote sa flûte de champagne avec une cuillère en argent. Le son cristallin et pur résonne, un signal ironique de célébration qui sert à faire taire les chuchotements pour mieux amplifier l'attaque à venir. Un toast, annonce-t-elle, sa voix mielleuse amplifiée par le microphone qu'elle n'a pas lâché de la soirée. À ma grande sœur, Élodie Martin. Elle marque une pause, balayant la salle du regard, s'assurant d'avoir l'attention de tous. La preuve vivante qu'une seule erreur peut faire dérailler toute votre vie. Des rires gênés et étouffés parcourent la foule. Certains invités, des amis de longue date de la famille, se tortillent mal à l'aise sur leurs chaises dorées. D'autres, cependant, se penchent en avant, leurs visages avides du drame inattendu servi avec leur filet de bœuf. Je vois Madame Dubois, la femme du principal partenaire commercial de mon père, chuchoter derrière son éventail à Monsieur Voisin. Leur regard se pose sur moi, curieux et cruel. Maman? Léo tire plus fort sur ma main maintenant, sa voix empreinte d'une confusion qui me brise le cœur. Pourquoi ils sont méchants avec nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette question innocente est une lame de plus dans mon cœur déjà saignant. Avant que je puisse trouver les mots pour le rassurer, ma mère s'avance. Elle pose une main manucurée sur l'épaule de Chloé, un geste de soutien maternel perverti. Le bracelet de tennis en diamant à son poignet, un cadeau à la mariée ce matin même, scintille de 1000 feux. Au moins, ajoute Catherine, ses lèvres s'étirant en un sourire que les photographes captureront comme celui d'une mère fière, mais que je reconnais comme du pur mépris, elle a habillé sa situation correctement aujourd'hui. Mon visage brûle comme si on venait de me gifler. Les chuchotements s'intensifient, se transforment en un bourdonnement hostile. 200 des citoyens les plus riches et les plus influents de Lyon spéculent maintenant ouvertement sur la disgrâce qui se tient au milieu d'eux. 9 ans. 9 ans que je vis avec cette étiquette, mais jamais elle n'a été affichée de manière aussi publique, aussi brutale. Je me souviens de la veille. J'avais passé la nuit, après ma journée de travail et après avoir couché Léo,
à réimprimer et à plier à la main 200 menus. Chloé avait approuvé le BAT avec une faute d'orthographe flagrante au nom de la famille du marié, et c'est moi, la honte de la famille, qui avait dû réparer son erreur en secret pour lui éviter l'embarras. Plus tôt dans la journée, j'avais calmé le petit porteur d'alliance en lui racontant une histoire de chevalier courageux, j'avais recousu la robe déchirée d'une demoiselle d'honneur avec le kit de couture de mon sac à main. J'avais été l'ombre efficace, la gestionnaire de crise silencieuse, dans l'espoir fou qu'un simple « merci » pourrait m'être accordé. Quelle idiote j'avais été. Je cherche mon sac à main sur la table à côté de moi. Il est temps de partir. Il est temps de protéger mon fils de ce venin. Mes doigts tremblent en saisissant le cuir froid. Chaque seconde passée ici est une nouvelle entaille à mon âme. Je dois sortir. Je dois respirer un air qui ne soit pas empoisonné par leur haine. Je me penche vers Léo, lui chuchotant à l'oreille, « On s'en va, mon chéri. On va manger une glace. » Mes talons cliquettent sur le sol en marbre, un son de fuite qui semble résonner dans le silence soudain. Mais un bruit sec, un raclement de chaises violent, fend l'air et me cloue sur place, le cœur battant à tout rompre. Le son provenait de la table d'honneur. Tous les regards se sont tournés dans cette direction. Antoine Mercier, le nouveau mari de ma sœur, le marié, venait de se lever si brusquement que sa chaise avait basculé en arrière, heurtant le sol avec un bruit sourd et définitif. C'était un homme que je connaissais à peine. Nos interactions s'étaient limitées à quelques poignées de mains polies et à des conversations superficielles lors de dîners de famille tendus, où il semblait toujours observer la dynamique étrange de notre famille avec une distance perplexe. Il était grand, avec une présence calme qui contrastait fortement avec l'agitation théâtrale de ma mère et de ma sœur. La salle est tombée dans un silence total, un silence bien plus profond et plus lourd que celui qui avait suivi les paroles cruelles de Chloé. Chaque regard a quitté ma retraite humiliante pour se fixer sur lui, debout, dominant la table d'honneur de toute sa hauteur. Chloé le regarda, la confusion et l'irritation se peignant sur son visage de mariée parfaite. « Antoine, chéri, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Le toast n'est pas fini. » Sa voix était un sifflement impatient, celui de quelqu'un dont le spectacle parfaitement orchestré venait d'être interrompu. Il l'ignora complètement. D'un pas lent et délibéré, il contourna la table, ses chaussures noires brillantes se déplaçant sans un bruit sur le marbre. Il s'approcha d'elle. Il tendit la main, et ses doigts, longs et fins, retirèrent doucement le microphone de l'emprise crispée de Chloé. Son expression restait impassible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination tranquille, une lueur d'acier froid qui fit même reculer ma mère d'un pas. Elle a reconnu, comme moi, que cet homme n'était pas le gendre docile qu'elle pensait pouvoir manipuler. « Je crois que ça suffit, » dit-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité naturelle qui remplit la salle silencieuse. Ce n'était pas une suggestion. C'était une proclamation. Je le fixais, un sentiment étrange de déjà-vu picotant aux confins de ma mémoire. La façon dont il se tenait, les épaules carrées, comme un rempart contre la désapprobation. Je l'avais déjà vu quelque part. Avant que Chloé ne le ramène à la maison, avant les fiançailles, mais je ne pouvais pas situer quand ni où. Le moment était suspendu, parfait dans sa tension, alors que 200 personnes retenaient leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. La poigne d'Antoine sur le microphone se resserra, ses jointures blanchissant contre le métal argenté. Le silence était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement des réfrigérateurs des cuisines. Les yeux des invités passaient de lui à moi, comme des spectateurs d'un match de tennis invisible. « Beaucoup d'entre vous me connaissent comme banquier d'affaires », commença Antoine, sa voix stable et claire malgré la tension qui crépitait dans la salle de bal. « Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai rencontré Élodie Martin bien avant que Chloé ne nous présente à cette soirée de Noël l'année dernière. » Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. Quoi? C'était impossible. Je l'aurais su. Je m'en serais souvenu. Chloé se jeta en avant, ses boucles d'oreilles en diamant se balançant sauvagement alors qu'elle essayait d'attraper le microphone. C'est impossible. Tu mens. Tu ne l'as jamais rencontré. Ces mots s'empâtaient, le champagne et la panique créant un cocktail dangereux. Antoine esquiva ses mains avec une aisance presque chorégraphiée, celle de quelqu'un qui a l'habitude de gérer ses humeurs explosives. Aussi. Je me souviens exactement quand et où.
Son regard trouva le mien à travers la pièce, un regard intense et inébranlable qui semblait me sonder jusqu'à l'âme. C'était il y a 9 ans. 9 ans. Le sol sous mes pieds sembla se dérober. Les visages des invités se brouillèrent. 9 ans. L'année où Léo est né. L'année où ma vie a basculé. L'année où j'ai touché le fond, seul et terrifié. C'était une période de ma vie que j'avais enfermée à double tour dans les recoins les plus sombres de ma mémoire. Comment pouvait-il connaître cette version de moi? Cette version brisée, épuisée, mais qui se battait bec et ongles pour survivre? Maman, Léo tira sur ma manche, sa petite voix me ramenant au présent. Qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, la salle de bal s'estompa autour de moi alors qu'Antoine continuait de parler. Ces mots peignaient des images si vives que j'étais transportée dans le temps, dans un couloir d'hôpital froid et stérile. Il était en train de raconter une histoire que je pensais être la mienne, et seulement la mienne. Et je sentais, avec une certitude glaciale, que la vie que je connaissais était sur le point de changer pour toujours. Il y a 9 ans, ma jeune sœur, Sophie, était en phase terminale d'une leucémie. La voix d'Antoine était basse, mais chaque mot résonnait dans le silence de mort de la salle de bal. Elle passait ses derniers mois dans le service d'oncologie de l'hôpital de la Croix-Rousse. Son récit m'a transporté instantanément. Les lumières fluorescentes froides qui bourdonnaient au-dessus de ma tête. L'odeur âcre d'antiseptique mêlée au parfum trop sucré des fleurs envoyées par des visiteurs bien intentionnés. Mon uniforme de bénévole, bleu pâle et trop grand, avec un badge en plastique bon marché où était inscrit « Élodie », flottait sur ma silhouette amaigrie. J'avais encore perdu du poids cette semaine-là. Le lait maternisé pour Léo coûtait plus cher que mes propres courses. Souviens-toi de marcher, pas de courir, mon cœur, avais-je murmuré à un Léo de 3 ans qui trottinait devant moi, ses petites baskets usées crissant sur le linoléum. Il serrait contre sa poitrine une pile de dessins au crayon de cire, ses trésors de la semaine. La chambre 412 est apparue au bout du couloir. Notre destination. La même chambre que nous visitions chaque samedi, sans faute, depuis un mois. La jeune femme à l'intérieur, Sophie, ne pouvait pas avoir plus de 19 ou 20 ans. Ses cheveux au burn, autrefois épais et bouclés sur les photos près de son lit, s'étaient amincis en mèches fragiles contre la tête d'oreiller d'un blanc clinique. La chimiothérapie ne fonctionnait plus. Tout le monde le savait, mais personne ne le disait à voix haute. On parlait de « confort » et de « gestion de la douleur ». Mademoiselle Sophie, s'écria Léo, ses petits pieds accélérant malgré mon avertissement. Il était la seule personne dans cet hôpital qui ne marchait pas sur la pointe des pieds. Sophie se tourna de la fenêtre, d'où elle regardait les feuilles d'automne tomber. Son visage émacié, creusé par la maladie, se transforma par un sourire si pur, si lumineux, qu'il effaça les ombres de la mort pour un instant brillant. « Voilà mon artiste préféré, dit-elle, sa voix faible mais claire. Elle lui tendit un bras mince, presque translucide. Je suis restée en retrait, près de la porte, comme à chaque fois. C'était leur moment. Je regardais Léo grimper sur le lit avec précaution et étaler ses dessins sur la couverture. Des mondes de crayons de cire éclatants, où le soleil avait toujours un visage souriant et où des bonshommes allumettes se tenaient la main sous des arbres violets impossibles. Celui-là, c'est toi, dit Léo en montrant une silhouette avec des gribouillis oranges pour les cheveux. Et ça, c'est moi. On est à la plage. Maman dit qu'il y a beaucoup de sable sur les plages, mais je n'en ai jamais vu. Je l'avais corrigé automatiquement, je n'en ai jamais vu, mon chéri, puis j'avais grimacé en entendant à quel point je sonnais comme une maîtresse d'école fatiguée. Sophie avait attiré mon regard et m'avait fait un clin d'œil complice. C'était notre blague privée. La jeune mère célibataire surmenée qui ne pouvait s'empêcher d'enseigner la grammaire correcte même au bord de l'épuisement. Ils sont magnifiques, dit Sophie à Léo avec le sérieux total auquel il répondait si bien. Pas de langage de bébé. Pas de condescendance. Je vais mettre celui-ci juste ici. Elle prit un dessin de fusée et le scotcha avec du ruban adhésif médical sur son pied à perfusion. Comme ça, je pourrai le voir toute la nuit quand je ne pourrai pas dormir. Je m'étais installée dans le fauteuil en vinyle usé à côté de son lit, sortant mon exemplaire de poche des poèmes de Verlaine de mon sac de bénévole. Sophie adorait la poésie, bien qu'elle fût trop faible pour tenir le livre elle-même maintenant.
Alors que je commençais à lire « Chanson d'automne », une ombre bougea dans l'embrasure de la porte. J'avais levé les yeux brièvement, remarquant une grande silhouette d'homme qui nous observait. Il était souvent là, silencieux. Je pensais que c'était un parent, un frère peut-être, trop submergé par le chagrin pour entrer. Je lui avais adressé un petit signe de tête et j'étais retourné à ma lecture. Élodie apportait de la soupe maison chaque semaine, la voix d'Antoine me ramena au présent. Elle sauvait les tupperwares de ma sœur. Elle les lavait et les rapportait la semaine suivante, remplis d'une nouvelle soupe, malgré ses 3 emplois, malgré le fait d'élever Léo seul. Des murmures parcoururent la foule. Je repérai mon patron, Monsieur Dubois, son expression passant de la confusion à une admiration non dissimulée. Sophie a vécu 3 mois de plus que ce que ses médecins avaient prédit, continua Antoine. Dans ces derniers jours, elle m'a dit que ces samedis après-midi avec Élodie et Léo lui donnaient quelque chose à attendre avec impatience quand les traitements ne pouvaient plus offrir d'espoir. Ils lui ont donné de la joie. Je me souviens de Sophie, de son sourire faible mais sincère. Je n'avais jamais su son nom de famille. Je n'avais jamais su que l'homme silencieux dans le couloir était son frère, l'homme qui se tenait maintenant devant moi. Élodie n'a jamais su que Sophie était ma sœur. Je l'ai regardée depuis l'embrasure de la porte, semaine après semaine, sans jamais me présenter correctement parce que je ne voulais pas interrompre les seuls moments lumineux des derniers mois de Sophie. Les pièces du puzzle se mirent en place. Les regards familiers. Le sentiment de déjà-vu. Il n'était pas un étranger. Il était le gardien silencieux d'un souvenir que nous partagions sans le savoir. Et maintenant, il le partageait avec le monde entier. Quand il a fini de parler, un silence profond est tombé sur la salle. Il ne s'agissait plus d'un drame familial, mais de quelque chose de bien plus profond. Et au milieu de ce silence, j'ai compris que la vérité qu'il venait de révéler allait bien au-delà des murs de cet hôpital. Elle allait exposer des années de mensonges et de cruauté. Ma mère, Catherine, fut la première à briser le silence envoûtant. Elle s'avança, son sourire de cocktail parti figé et tendu. Antoine, mon chéri, tout cela est une histoire très touchante, vraiment. Mais ce n'est peut-être pas le moment ni l'endroit. Nous avons des invités. Le gâteau. Ses doigts se refermèrent sur son avant-bras, une tentative désespérée de reprendre le contrôle du scénario qu'elle avait si soigneusement écrit. Il ne la regarda même pas. Son attention était entièrement fixée sur moi, un regard qui semblait à la fois s'excuser et me remercier. Il retira son bras de l'emprise de ma mère avec une lenteur délibérée et fit un pas en avant, se plaçant au centre de la scène improvisée. Il défit la rose blanche de sa boutonnière, un symbole de son mariage imminent avec ma sœur, et la posa doucement sur la nappe blanche de la table d'honneur. Le geste était silencieux, mais il hurlait une finalité qui fit taire même les derniers chuchotements. « Je ne peux pas épouser une femme », commença-t-il, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la salle de bal avec une clarté dévastatrice, qui fait partie d'une famille qui traite son membre le plus courageux, le plus altruiste, de cette façon. Le souffle de Chloé fut audible, un hoquet de choc et de trahison. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-elle, son visage se crispant de fureur. Son maquillage parfait, fruit de 3 heures de travail, commençait à couler en minces rivières noires sur ses joues alors que les larmes de rage montaient. « Tu ruines mon mariage. Mon jour parfait. »« Non, » répondit Antoine, sa voix calme mais tranchante comme du verre. « Vous l'avez ruiné vous-même il y a bien longtemps, avec votre cruauté et votre manque de cœur. » Ma mère se jeta en avant, abandonnant tout prétexte de bienséance. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Savez-vous combien ce mariage a coûté ? La réputation de notre famille est en jeu. Aucune somme d'argent, aucune réputation, ne justifie la méchanceté gratuite envers une mère et son enfant, rétorqua Antoine. À ce moment-là, quelque chose en moi, un barrage construit sur 9 ans de paroles ravalées, de dignité piétinée et de silence forcé, a cédé. J'ai fait un pas en avant, Léo toujours agrippé à ma main comme à une bouée de sauvetage. Coup. Ma voix ne tremblait pas. Elle était claire, forte et pleine d'une fureur froide. Parlons de coup, maman. Parlons du coup de 9 années à élever un enfant seul pendant que vous racontiez à vos amis que j'étais une « déception » qui avait gâché son potentiel. Parlons des Noëls où Léo recevait un pull bon marché acheté en solde, pendant que ses cousins déballaient les derniers gadgets technologiques.
Je me suis tournée vers la foule, vers les visages qui me fixaient. L'année dernière, j'ai eu une offre d'emploi. Un poste de directrice financière dans une start-up en pleine croissance. Un poste qui aurait changé nos vies, à Léo et à moi. J'étais la candidate finale. J'avais passé 5 entretiens. Et puis, mystérieusement, à la dernière minute, l'offre a été retirée sans explication. Je fis une pause, laissant le suspense s'installer, voyant la panique commencer à poindre dans les yeux de ma mère. J'ai appris plus tard, par une amie qui travaillait aux ressources humaines, que le PDG avait reçu un appel. Un appel amical, d'une personne bien intentionnée, le prévenant de mon instabilité émotionnelle et de ma situation familiale compliquée qui pourrait nuire à mon engagement. Je plantai mon regard dans celui de ma mère, puis dans celui de Chloé. Il m'a fallu 1 an pour comprendre. Mais maintenant, je sais. C'était vous, n'est-ce pas? L'idée que je puisse réussir, que je puisse être indépendante et heureuse, était insupportable pour vous. La honte de la famille n'avait pas le droit de s'en sortir. Le visage de ma mère devint livide. Chloé se mit à sangloter de façon hystérique, non pas de remords, mais de rage d'avoir été démasquée. Soudain, une autre voix s'éleva. C'était Monsieur Dubois, mon patron, qui se leva de sa table. Je peux confirmer une partie de cette histoire. Élodie est la comptable la plus brillante que j'ai jamais eue. Elle n'a jamais laissé sa situation personnelle affecter son travail, bien au contraire. Il me regarda avec un respect que je n'avais jamais vu auparavant. Élodie, la promotion dont nous avons discuté le mois dernier. Elle est à vous. Avec un bureau d'angle et une participation aux bénéfices. À partir de lundi. Un couple âgé s'approcha alors de moi. C'étaient les parents d'Antoine. Sa mère, une femme élégante aux yeux doux, prit ma main libre. Sophie nous a tant parlé de vous et de votre petit garçon, dit-elle simplement, ses yeux remplis de larmes. Elle vous appelait, ces anges du samedi. Nous avons attendu si longtemps pour vous rencontrer correctement. La validation venait de toutes parts. De mon patron, de ma nouvelle famille potentielle, des murmures de respect qui remplaçaient maintenant les ricanements. J'avais passé 9 ans à chercher une miette d'approbation de ma propre famille, sans jamais la recevoir. Et maintenant, des étrangers me donnaient la dignité que ma propre mère m'avait refusée. À ce moment précis, face à leur trahison, j'ai dû faire un choix. Je suis curieuse de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous gardé le silence pour préserver une paix familiale illusoire, ou auriez-vous tout fait exploser comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Ma décision était prise. Je me suis tournée vers ma mère et ma sœur, qui me regardaient avec un mélange de haine et de panique. Il n'y avait plus rien à dire. Leur règne de terreur était terminé. Mais la question était, que se passerait-il maintenant? Antoine ignora les cris perçants de Chloé et les supplications de plus en plus désespérées de ma mère. Il traversa la foule stupéfaite, qui s'écarta comme la mer devant Moïse, créant un chemin direct entre nous. Chaque pas qu'il faisait vers moi semblait sceller le destin de cette soirée. Quand il arriva devant moi, il ne dit rien. Il s'agenouilla simplement, mettant un genou à terre sur le marbre froid pour être au niveau de Léo. Son smoking coûteux, qui valait probablement plus que 3 mois de mon loyer, s'est froissé sans qu'il y prête la moindre attention. « Salut, champion », dit-il doucement, sa voix grave changeant de registre pour s'adresser à mon fils. Il y avait une tendresse infinie dans son ton. « Je m'appelle Antoine. J'ai entendu dire que tu es un artiste formidable. » Léo, qui se cachait habituellement derrière mes jambes en présence d'étrangers, le regarda avec des yeux clairs et curieux. Il n'y avait aucune peur en lui. « C'est vrai. J'ai fait des fusées pour votre sœur. Elle les aimait beaucoup. » Un sourire triste mais sincère éclaira le visage d'Antoine. « Je sais. Elles étaient ses préférées. Elle les avait scotchées au plafond pour pouvoir les regarder depuis son lit. » Il se releva et son regard se posa sur moi. « Laissez-moi vous ramener à la maison, Élodie. Loin d'ici. » Je hochai la tête, incapable de parler, la gorge encore serrée par l'émotion. Nous nous sommes dirigés vers la sortie ensemble, Antoine tenant la main de Léo, et moi marchant à leur côté. Ma robe ne me semblait plus trop serrée. Ma colonne vertébrale se redressait à chaque pas. Nous passions devant les tables,
devant les visages choqués et fascinés de l'élite lyonnaise, et pour la première fois, je ne ressentais aucune honte. Juste une étrange sorte de paix, la paix qui suit une bataille longtemps redoutée et finalement gagnée. Une fois dans le silence feutré de sa berline allemande, l'adrénaline a commencé à retomber, laissant place à un épuisement profond et total. Léo s'est endormi presque instantanément sur la banquette arrière en cuir, sa tête appuyée contre la vitre, épuisé par le tourbillon d'émotions. Le silence dans la voiture n'était pas gênant. Il était contemplatif. Nous avons roulé à travers la campagne endormie, les lumières du tableau de bord projetant des ombres douces sur le visage concentré d'Antoine. Je regardais les lumières des villages défiler, chaque kilomètre nous éloignant un peu plus du cauchemar. « Je suis désolé, dit-il finalement, sa voix brisant le calme. Je me suis tournée vers lui, surprise. Pourquoi ? Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous m'avez, je ne sais même pas quel mot utiliser. Vous m'avez défendu. Il secoua la tête, ses yeux fixés sur la route sombre. Non. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. J'ai su dès la première fois que Chloé vous a présenté que vous étiez la femme de l'hôpital. Je vous ai reconnu immédiatement. Vos yeux, votre façon de vous tenir un peu en retrait, rien n'avait changé. Il prit une profonde inspiration, et je pouvais sentir le poids de sa confession. Au cours des derniers mois, j'ai vu comment elle vous traitait. Les pics subtils lors des dîners, la façon dont votre mère ignorait Léo, la condescendance de Chloé. Je me disais que c'était juste des tensions familiales. Je me disais que ce n'était pas ma place d'intervenir. J'espérais que ça s'arrangerait. Sa voix était empreinte d'un regret sincère et profond. J'ai vu leur cruauté et j'ai choisi de ne rien dire, par confort, pour ne pas faire de vagues avant le mariage. Ce soir, je n'ai pas pu. C'était trop. Mais j'aurais dû le faire il y a des mois. J'ai laissé faire. Et pour ça, je suis vraiment désolée. Son aveu me toucha plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas un chevalier blanc sur un cheval blanc. C'était un homme bon qui, comme beaucoup, avait choisi la voie de la facilité jusqu'à ce que sa conscience ne le lui permette plus. Sa faillibilité le rendait plus réel, plus humain. Vous avez parlé quand ça comptait le plus, ai-je murmuré. C'est tout ce qui importe. Nous sommes arrivés devant mon modeste immeuble dans un quartier calme de Lyon. Antoine a coupé le moteur et s'est tourné vers moi. La lumière des lampadaires filtrait à travers le pare-brise, illuminant la sincérité dans ses yeux. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-il. C'était la question à 1 million. Une porte s'était fermée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Une autre semblait s'ouvrir. Mais je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait derrière. Pour la première fois depuis 9 ans, je n'étais plus définie par ma famille. J'étais juste Élodie. Et c'était à la fois terrifiant et exaltant. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je crois que je vais commencer par dormir pendant 1 semaine. Et demain, on verra. Il hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. Il est sorti de la voiture pour m'aider à porter Léo, qui dormait profondément. Alors qu'il le soulevait avec une douceur infinie, je ne pouvais m'empêcher de me demander, est-ce que ma mère et ma sœur allaient vraiment accepter leur défaite aussi facilement ? Ou est-ce que la guerre venait seulement de commencer ? 2 mois s'étaient écoulés depuis le « mariage qui n'a jamais eu lieu », comme la presse locale l'avait surnommé. La vie avait trouvé un nouveau rythme, plus calme mais plus authentique. La première semaine avait été un tourbillon médiatique. Mon nom et mon visage étaient dans toutes les chroniques mondaines de Lyon, mais pour une fois, ce n'était pas en tant que victime silencieuse. Les articles parlaient de la cruauté de la famille Martin et de l'intervention digne et courageuse du marié. J'avais reçu des dizaines de messages de soutien, des fleurs de parfait inconnus, et même des offres d'emploi de la part de concurrents de mon entreprise. Fidèle à sa parole, M. Dubois m'avait promu au poste de comptable en chef. J'avais mon propre bureau, un grand espace lumineux avec une vue panoramique sur la ville, et une augmentation de salaire substantielle qui m'a permis de respirer pour la première fois depuis des années. J'ai pu inscrire Léo à des cours de football et même commencer à mettre de l'argent de côté pour son avenir. Sans les dîners de famille dominicaux où chaque bulletin de notes était disséqué à la recherche de failles et chaque petite réussite minimisée, il est devenu plus confiant, plus souriant. Il s'était fait de nouveaux amis et excellait à l'école.
Antoine était devenu une présence constante et douce dans nos vies. Il n'y avait pas de pression, pas de romance tourbillonnante. Juste des visites le week-end, des sorties au parc avec Léo où il passait des heures à construire des cabanes, et de longues conversations le soir après que mon fils soit couché. Il m'aidait à monter des meubles, je lui préparais des plats maison. Il m'écoutait parler de mes rêves de peut-être un jour ouvrir ma propre entreprise, non pas avec pitié, mais avec un intérêt et un respect sincère. C'était simple, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai commencé à croire que le pire était derrière moi. Que j'avais enfin trouvé la paix. J'avais tort. La vengeance de ma mère n'allait pas être une confrontation explosive, mais une campagne de chuchotements empoisonnés. Un mardi après-midi, Monsieur Dubois m'a appelé dans son bureau. Son visage, habituellement jovial, était grave. « Élodie, asseyez-vous. J'ai eu une conversation intéressante ce matin. » Il m'a expliqué qu'il avait reçu un appel de l'un des membres les plus influents du conseil d'administration de notre entreprise, un certain Monsieur Delaroche, un vieil ami de mon père et un pilier de la vieille bourgeoisie lyonnaise. Ce membre du conseil avait exprimé ses profondes préoccupations concernant ma récente promotion. Il a utilisé des mots comme « instable »,« émotionnellement fragile »,« source de drame public », a dit Monsieur Dubois en serrant les mâchoires. Il a laissé entendre que j'avais fait preuve de favoritisme en raison de la situation, et qu'il serait prudent, pour l'image de l'entreprise, de réévaluer ma position, peut-être de me déplacer vers un rôle avec moins de responsabilité client. Le souffle m'a manqué. C'était la signature de ma mère, aussi claire qu'une empreinte digitale. Incapable de m'attaquer de front, elle utilisait son réseau, ses relations tissées au fil de décennies de déjeuners de charité et de cocktails, pour me poignarder dans le dos. Elle essayait de me prendre la seule chose que j'avais construite par moi-même, la seule chose qui me donnait une sécurité financière, ma carrière. La panique froide que je connaissais si bien a commencé à s'insinuer en moi, glaciale et paralysante. J'ai regardé mon patron, m'attendant à de la pitié, peut-être même à une rétractation. Après tout, Monsieur Delaroche était un homme puissant. Au lieu de cela, j'ai vu de la fureur dans ses yeux. Une fureur protectrice. J'ai dit à ce vieil imbécile, a continué Monsieur Dubois, sa voix basse et contrôlée, que si le conseil d'administration voulait commencer à remettre en question mes décisions en matière de personnel basées sur des commérages malveillants et des vendettas personnels, alors il pouvait chercher un nouveau directeur général dès demain. J'ai dit que vous étiez la meilleure comptable que nous ayons eue en 10 ans, que votre travail était irréprochable, et que si l'entreprise vous perdait à cause de leurs préjugés stupides, ce serait leur perte, pas la vôtre. Il s'est penché en avant sur son bureau. Il n'a plus insisté. Vous êtes en sécurité ici, Élodie. Votre travail parle pour vous. Et pour être tout à fait clair, je vais vous confier le portefeuille de notre plus gros client, la société Techinoff. Pour montrer à ce dinosaure à quel point j'ai confiance en vous. Les larmes me sont montées aux yeux. Des larmes de gratitude, non seulement pour mon travail, mais pour cet homme qui me défendait alors que ma propre famille essayait de me détruire. J'ai gagné cette bataille, mais la tentative de sabotage m'a laissé un goût amer. Elle m'a rappelé que ma mère ne s'arrêterait pas. Elle ne pouvait pas supporter de me voir heureuse ou réussir. Sa vengeance ne faisait que commencer. Elle avait échoué à me faire virer. Quelle serait sa prochaine attaque ? Et serais-je toujours assez forte pour y faire face ? La tentative de sabotage ayant échoué de manière spectaculaire, ma mère a changé de stratégie. L'attaque frontale fut remplacée par une manipulation plus insidieuse, drapée dans les habits de la religion et du regret. Un après-midi, alors que je finalisais un rapport important, ma nouvelle assistante, une jeune femme vive et efficace nommée Léa, m'a annoncé une visite inattendue. Ma mère, Catherine, était dans le hall, et elle n'était pas seule. Elle était accompagnée du curé de la paroisse de notre enfance, le père Michel. Je les ai fait entrer dans mon bureau, mon sanctuaire de paix et de travail. Ma mère portait un tailleur Chanel d'un blanc immaculé, comme pour symboliser sa pureté d'intention. Mais je pouvais voir les fines lignes de tension autour de sa bouche que même le maquillage le plus cher ne pouvait dissimuler. Le père Michel, un homme bon et sincère mais profondément naïf, que ma mère manipulait depuis des années avec des dons généreux pour la rénovation de l'église, avait l'air profondément mal à l'aise, comme un agneau mené à l'abattoir. « Élodie, ma chérie,
commença ma mère, sa voix suintant une fausse chaleur qui me fit frissonner. Tu as l'air en pleine forme. Ce bureau, c'est impressionnant. Ton père serait si fier. L'utilisation du nom de mon père, qui ne m'avait pas appelé une seule fois depuis le mariage, était la première salve. J'ai offert du café, jouant le jeu de la politesse professionnelle, gardant mon calme. Je savais que ce n'était pas une visite de courtoisie. Le père Michel a pris la parole, visiblement en suivant un script. Élodie, votre mère est venue me voir. Elle est dévastée par la rupture de votre famille. Son cœur est lourd. La Bible nous enseigne le pardon, l'importance des liens sacrés de la famille. Elle a exprimé un profond désir de guérison. J'ai posé ma tasse doucement sur la sous-tasse, le léger cliquetis de la porcelaine étant le seul son dans la pièce. Père, avec tout le respect que je vous dois, et je vous respecte sincèrement, qu'est-ce qui a motivé cette visite, aujourd'hui, après 2 mois de silence complet? Ma mère s'est penchée en avant, son collier de perles se balançant. La famille doit rester unie, Élodie. Ce qui s'est passé au mariage était regrettable, une terrible erreur de jugement de la part de Chloé, exacerbée par le stress. Mais nous devons aller de l'avant. Les vacances de Noël approchent. Il faudrait que l'on ait l'air d'une famille unie, ai-je terminé sa phrase, ma voix neutre. Le père Michel a rougi. Ma mère a eu un léger tic à la paupière. Je l'avais mise au pied du mur. La vérité, maman, ai-je demandé, ma voix calme et mesurée. Pourquoi êtes-vous ici, vraiment? Elle a soupiré, abandonnant le prétexte de la piété. Le masque est tombé. Le comité d'adhésion du Country Club réexamine notre statut après la scène que tu as provoquée. Et la fondation pour l'hôpital pour enfants, que je préside? Elle a hésité, et j'ai vu une lueur de véritable panique dans ses yeux. Le principal bienfaiteur, Monsieur Durand, dont la femme était au mariage, menace de retirer son financement annuel. C'est une somme considérable. Il exige que nous présentions des excuses publiques et que nous montrions une famille, réconciliée et guérie, avant le grand gala de charité du mois prochain. Alors voilà. Ce n'était pas une question de pardon. Ce n'était pas une question de famille. C'était une question d'argent et de statut social. Mon humiliation, ma douleur, n'étaient que des inconvénients pour sa vie publique. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau et j'en ai sorti un carnet relié en cuir noir. 9 ans. 9 ans de remarques blessantes, de Noëls inégaux, de réunions de famille où Léo et moi étions placés au bout de la table comme des parias. J'ai tout noté. Pas par amertume, mais parce que votre spécialité a toujours été le gaslighting, de me faire croire que j'étais folle, que j'étais trop sensible. J'ai posé le carnet sur le bureau entre nous. Le bruit sourd a fait sursauter le père Michel. Je suis prête à envisager une réconciliation. Mais j'ai des conditions. Le visage de ma mère s'est éclairci, pensant que j'allais céder. Premièrement, une thérapie familiale. Avec un thérapeute agréé de mon choix, pas le père Michel. Deuxièmement, des excuses publiques, pas des excuses vagues pour ce qui s'est passé, mais pour des incidents spécifiques que je choisirai dans ce journal. Et troisièmement, la création d'un fonds d'études pour Léo, dont le montant sera égal à la moitié du coût du mariage annulé de Chloé, versé par vous et papa. Ma mère me regarda, bouche bée. L'horreur sur son visage n'était pas due à la thérapie, mais au coût financier et à l'humiliation publique que mes conditions impliquaient. Tu es déraisonnable. C'est du chantage, a-t-elle sifflé. Non, ai-je répondu en me levant, signifiant que la réunion était terminée. C'est de la responsabilité. Ce sont mes conditions. Non négociables. Vous avez mon numéro. Elle est partie sans un mot de plus, le visage défait, traînant le pauvre père Michel derrière elle. J'avais gagné la confrontation, mais je me sentais vidée. Je savais qu'elle ne rappellerait pas. J'avais exigé la vérité et la responsabilité, 2 choses qu'elle était incapable de donner. La porte de la réconciliation était fermée, et c'est moi qui avais tourné la clé. Étais-je allé trop loin? Ou avais-je enfin fait ce qui était nécessaire pour me protéger, moi et mon fils, une bonne fois pour toutes? 6 mois après la visite de ma mère, l'automne avait laissé place à un hiver doux sur Lyon. La vie avait continué, non pas comme un long fleuve tranquille, mais comme un ruisseau qui trouve un nouveau chemin après un glissement de terrain,
creusant son lit avec persévérance. Comme prévu, ma mère n'a jamais rappelé. Les rumeurs dans les cercles sociaux lyonnais disaient que la fondation avait perdu son principal donateur, que ma mère avait dû démissionner de la présidence, et que sa position sociale, autrefois inébranlable, était plus précaire que jamais. Chloé, quant à elle, avait apparemment quitté la ville, son compte Instagram rempli de photos de « guérison spirituelle » à Bali, une fuite géographique loin des conséquences de ses actes. De mon côté, j'avais pris la décision la plus audacieuse de ma vie. Forte de ma nouvelle confiance et avec le soutien indéfectible d'Antoine, j'avais démissionné de mon poste chez Dubois et Associés. Monsieur Dubois avait compris, me souhaitant bonne chance avec une poignée de mains chaleureuses et la promesse de devenir mon premier client. J'ai utilisé mes économies, 9 ans de privation et de petites sommes mises de côté, pour lancer ma propre entreprise, Solutions Financières Elodie. Je me suis spécialisée dans l'aide aux petites entreprises, aux artisans et aux mères célibataires, des gens qui, comme moi, avaient besoin de conseils financiers honnêtes, transparents et empathiques. J'ai loué un petit bureau modeste dans le quartier de la Croix-Rousse, loin des tours de verre de la Pardieu. C'était un espace avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, qui avait besoin de beaucoup de travail. Antoine n'a pas offert d'argent, et j'étais reconnaissante pour cela. C'était mon projet, ma bataille. Mais il a offert son temps, son expertise et son soutien inconditionnel. Il a passé des week-ends entiers avec moi, un rouleau à peinture à la main, à peindre les murs en blanc cassé. Il m'a aidé à monter des étagères IKEA, jurant en suédois approximatif. Il a relu mon business plan des dizaines de fois, m'a donné des conseils stratégiques sur le marketing et le développement, et surtout, il a cru en moi quand mes propres doutes menaçaient de me submerger. Les débuts ont été difficiles. Il y a eu des semaines où j'ai eu à peine assez de clients pour couvrir le loyer et les charges. Il y a eu des nuits blanches passées à m'inquiéter de ma décision, le spectre de l'échec planant au-dessus de mon lit. Étais-je folle d'avoir quitté la sécurité d'un emploi stable ? Un soir, après avoir perdu un client potentiel important, je me suis effondrée en larmes dans mon bureau vide. Antoine est arrivé avec des sushis et une bouteille de vin. Il ne m'a pas dit que tout irait bien. Il s'est juste assis avec moi, en silence, et a partagé mon repas et ma peine. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce que nous avions était réel. Lentement, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Une coiffeuse à qui j'avais aidé à renégocier son bail m'a recommandé à un boulanger. Le boulanger m'a recommandé à une fleuriste. Ma réputation de comptable rigoureuse mais humaine, qui prenait le temps de comprendre les rêves derrière les chiffres, a commencé à se construire. J'ai commencé à embaucher, d'abord une assistante à temps partiel, Léa, qui m'avait suivi de mon ancien cabinet, puis un comptable junior. Mon petit bureau est devenu une ruche d'activité et d'espoir. Notre relation avec Antoine s'est approfondie. Ce n'était plus seulement du soutien, c'était un partenariat. Nous avons appris à connaître les peurs et les rêves de l'autre. Il m'a parlé de la douleur de perdre Sophie, de la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir été plus présent. Je lui ai parlé de la solitude d'être une jeune mère rejetée par sa famille, de la peur constante de ne pas être assez bien. Nous construisions quelque chose de solide, brique par brique, basé sur le respect mutuel et une affection qui grandissait chaque jour, se transformant en un amour profond et tranquille. Un soir, alors que nous fermions le bureau tard, Antoine m'a regardé au milieu des piles de dossiers. « Tu sais, Elodie, a-t-il dit, tu ne te contentes pas de gérer des chiffres. Tu aides les gens à reconstruire leur vie. Tu leur donnes les outils pour être libres. » Ces mots m'ont frappé. C'est ce que je faisais, n'est-ce pas ? Et dans le processus, je reconstruisais aussi la mienne. J'étais loin d'être riche, et le succès était encore précaire, mais pour la première fois, j'étais libre. J'étais l'architecte de ma propre vie. L'hiver s'est installé, apportant avec lui l'anticipation de Noël. Ce serait notre premier Noël sans drame familial, sans tension, sans mépris. Ce serait le premier Noël de notre nouvelle vie. Mais même si je regardais vers l'avenir avec espoir, une petite partie de moi se demandait encore si les fantômes du passé avaient vraiment disparu pour de bon. La veille de Noël, mon petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, habituellement si calme, était rempli de chaleur, de rire et de l'odeur réconfortante du pain, de la cannelle et du vin chaud.
Ce n'était pas une fête extravagante comme celle de mon enfance, avec leur buffet traiteur et leurs conversations superficielles. C'était quelque chose de bien plus précieux. C'était authentique. Notre nouvelle famille était là, blottie dans mon salon. Les parents d'Antoine, Jacques et Hélène, des gens merveilleux qui me traitaient déjà comme leur fille, étaient en grande conversation avec Monsieur Dubois et sa femme. Mon ancien patron, maintenant l'un de mes plus gros clients, levait son verre en mon honneur. Madame Rosa, ma voisine portugaise de 70 ans qui gardait souvent Léo après l'école et lui apprenait des mots dans sa langue maternelle, essayait d'apprendre à Léo à danser une danse traditionnelle. Quelques-uns de mes premiers clients, la coiffeuse, le boulanger, étaient là aussi, devenus des amis proches. C'était un groupe hétéroclite, une mosaïque de vies unies non par le sang, mais par le choix, le respect et l'affection mutuelle. Léo, rayonnant dans un pull de Noël tricoté par Hélène, montrait fièrement ses derniers dessins à tout le monde. Il n'était plus le petit garçon timide et anxieux qui se cachait derrière mes jambes. Il était ouvert, confiant, son rire remplissant la pièce. Je le regardais, le cœur débordant d'une gratitude si intense qu'elle en était presque douloureuse. Nous avions traversé tant d'épreuves, et maintenant, nous étions là, en sécurité, entourés d'amour. Un véritable amour, inconditionnel et sincère. Après le dîner, alors que nous étions tous réunis dans le salon près du sapin scintillant que Léo et Antoine avaient décoré, Antoine a tapoté son verre pour attirer l'attention. La pièce est devenue silencieuse, seuls les crépitements du feu dans la cheminée virtuelle de la télévision se faisaient entendre. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Il s'est tourné vers moi, ses yeux reflétant les lumières des guirlandes. « Élodie » a-t-il commencé, sa voix légèrement tremblante, ce qui était rare pour cet homme habituellement si posé. Il y a 1 an, ma vie était sur une trajectoire complètement différente. Une trajectoire qui semblait juste en surface, qui cochait toutes les bonnes cases, mais qui était vide à l'intérieur. Et puis, je t'ai revu. Et tu m'as rappelé ce qui était vraiment important. La gentillesse. Le courage. L'intégrité. La capacité de donner sans rien attendre en retour. Il a sorti une petite boîte en velours vert foncé de la poche de sa veste. Mes mains ont commencé à trembler, et j'ai posé mon verre avant de le renverser. Il s'est agenouillé devant moi, au milieu de notre famille choisie. La pièce entière semblait retenir son souffle. Ma sœur, Sophie, t'adorait, a-t-il poursuivi, sa voix se brisant légèrement sur le nom de sa sœur. Dans ces derniers jours, elle m'a fait promettre une chose. Elle m'a fait promettre de trouver quelqu'un qui avait un cœur aussi grand que le tien. Elle aurait été si heureuse de t'appeler sa sœur. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague délicate, un magnifique anneau de style vintage avec une émeraude étincelante, entourée de petits diamants. Cette bague était la sienne. Elle voulait que je la donne à la femme que j'aimerais vraiment, de tout mon être. Élodie Martin, tu es cette femme. Veux-tu m'épouser ? Les larmes coulaient librement sur mes joues, des larmes de joie pure. Avant que je puisse répondre, Léo s'est précipité en avant, un morceau de papier plié à la main, qu'il avait visiblement préparé. Il l'a poussé dans mes mains. Je l'ai déplié. En grosses lettres d'enfant, avec un dessin de nous 3 nous tenant la main, il avait écrit « Maman, tu veux bien laisser Antoine être MONVRAI papa ? S'il te plaît. » Entre le regard plein d'espoir de l'homme que j'aimais et la demande sincère de mon fils, mon cœur a senti qu'il allait exploser de bonheur. J'ai hoché la tête vigoureusement, incapable de prononcer le mot « oui » à travers mes sanglots de joie. Antoine a glissé la bague à mon doigt. Elle était parfaite. Il s'est relevé et m'a serré dans ses bras, et Léo s'est joint à l'étreinte, nous enserrant tous les 3 dans un cocon d'amour et de bonheur. La pièce a éclaté en applaudissements et en acclamations. C'était plus qu'un conte de fées. C'était la vie réelle. C'était la preuve qu'après la plus sombre des tempêtes, le soleil pouvait briller plus fort que jamais. J'avais une famille. Un avenir. Tout semblait parfait. Mais alors que la fête battait son plein, la sonnette de la porte a retenti, un son strident et inattendu dans notre bulle de bonheur. Qui cela pouvait-il bien être en cette veille de Noël ? Je me suis excusée auprès de nos invités, le sourire encore figé sur mes lèvres, et j'ai traversé le couloir, un sentiment d'appréhension soudain refroidissant la chaleur de la soirée. Le rire et la musique s'estompèrent derrière moi.
J'ai regardé à travers le judas. Mon cœur a manqué un battement. C'était ma mère. Seule. J'ai hésité, la main sur la poignée, le métal froid sous mes doigts. Une partie de moi, la partie qui portait encore les cicatrices de 9 ans de blessures, voulait ignorer, prétendre que je n'étais pas là, la laisser dans le froid. Mais une autre partie, la partie qui avait grandi et s'était renforcée au cours de l'année écoulée, savait que je ne pouvais plus fuir. Fuir, c'était encore lui donner du pouvoir sur moi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé ma robe et j'ai ouvert la porte. La femme qui se tenait sur mon paillasson n'était pas la matrone imposante et glaciale que j'avais toujours connue. Elle semblait plus petite, plus frêle, comme si elle avait rétréci. Les cheveux argentés parfaitement entretenus étaient maintenant parsemés de racines grises, et quelques mèches rebelles s'échappaient de son chignon. Elle ne portait pas de Chanel, mais un simple manteau de laine sombre qui semblait un peu trop grand pour elle. Elle tenait un petit paquet, emballé dans du papier rouge uni, sans fioriture. La neige a commencé à tomber plus fort, de gros flocons silencieux tourbillonnant autour d'elle, s'accrochant à ses épaules. « Élodie, dit-elle, sa voix rauque, à peine un murmure. Je n'ai rien dit. J'ai attendu, gardant une expression neutre, ne lui donnant rien à quoi s'accrocher. Elle a levé les yeux, et pour la première fois de ma vie, je n'ai vu ni calcul, ni mépris, ni manipulation dans son regard. Juste une immense fatigue, une solitude abyssale et un regret palpable. J'ai eu tort, a-t-elle dit. Pas de préambule. Pas d'excuse. Pas de manipulation. Juste 3 mots simples, prononcés dans le froid de la nuit. Je suis désolée. Je la fixai, cherchant le piège, l'agenda caché. Mais il n'y en avait pas. Elle a continué, sa voix à peine un murmure, comme si elle parlait plus à elle-même qu'à moi. Ton père, il a demandé le divorce après le fiasco de la fondation. Il a dit qu'il ne pouvait plus vivre avec ma froideur et ma colère. Chloé est à Bali et ne répond plus à mes appels. Elle me blâme pour tout. Pour la perte d'Antoine, pour le scandale. Elle dit que je l'ai poussée à être, comme moi. Elle était seule. Pour la première fois de sa vie, la femme qui avait tout contrôlé, qui avait régné sur sa famille et son cercle social avec une poigne de fer, était complètement seule. Et dans sa solitude, elle était venue à moi, la dernière personne à qui elle pouvait s'adresser. Elle m'a tendu le petit paquet. Ses mains gantées tremblaient légèrement. C'est pour Léo. Ce n'est pas grand-chose. Juste un livre qu'il voulait. Je sais que c'est peu, et bien trop tard. Ma main a hésité sur la porte. J'ai pensé aux 9 années de douleur. J'ai pensé à mon fils, qui avait grandi en pensant qu'il était une erreur. J'ai pensé au sabotage de ma carrière, aux mensonges, à l'humiliation publique. La colère était toujours là, une braise chaude au fond de mon cœur. Mais j'ai aussi regardé cette femme brisée par la neige qui tombait, cette femme qui avait tout perdu à cause de sa propre fierté, et j'ai ressenti une lueur de quelque chose d'autre. Pas du pardon, non, pas encore. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, et je n'étais pas encore prête. Mais j'ai ressenti peut-être de la pitié. La pitié pour une vie passée à courir après les apparences, pour finalement se retrouver sans rien de réel. J'ai pris le paquet. Le papier était froid et humide sous mes doigts. Merci, ai-je dit doucement. Joyeux Noël, maman. Je n'ai pas ouvert la porte plus grand. Je ne l'ai pas invité à entrer dans la chaleur et la joie de ma nouvelle vie. Ce n'était pas son monde. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je n'ai pas non plus claqué la porte au nez de sa solitude. Je l'ai laissée entr'ouverte. Une minuscule fissure. Un espace pour que l'avenir puisse peut-être, un jour, respirer. Je suis retournée à ma fête, le petit cadeau dans ma main. Antoine m'a regardé, un point d'interrogation dans les yeux. J'ai simplement secoué la tête, un petit sourire triste sur les lèvres. Ce n'était pas le moment d'en parler. La soirée s'est terminée dans la joie. Mais alors que je me couchais cette nuit-là, la bague de Sophie à mon doigt, je savais que mon histoire n'était pas tout à fait terminée. Le pardon est un chemin, pas une destination. Et je n'étais qu'au début de ce chemin. Mais pour la première fois, je sentais que j'avais la force de le parcourir à mon propre rythme. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé depuis ce Noël mémorable.
La société, Solutions Financières Elodie, a prospéré au-delà de mes rêves les plus fous. Nous avons déménagé dans des bureaux plus grands, nous avons embauché plus de personnel, mais notre mission est restée la même, aider les gens à trouver leur indépendance financière avec empathie et intégrité. J'ai aidé des centaines de personnes, en particulier des femmes, à lancer leur entreprise, à gérer leurs finances, à se reconstruire après un divorce ou une perte d'emploi. Chaque succès de mes clients est une petite victoire personnelle. Antoine et moi sommes mariés. Notre mariage n'a pas eu lieu dans un château, mais dans le jardin de la maison que nous avons achetée ensemble, entouré de notre vraie famille. Il a officiellement adopté Léo, qui est maintenant un adolescent brillant, passionné d'informatique et bien dans sa peau. Il appelle Antoine « papa ». Nous avons eu une petite fille, une tornade de boucles brunes et de rires que nous avons nommée Sophie. Notre maison n'est pas un manoir, mais elle est remplie de rires, d'amour, de débats animés autour de la table du dîner et de dessins de fusées toujours scotchés au réfrigérateur. Mon histoire a commencé par une humiliation publique, mais elle s'est terminée par une victoire privée et silencieuse. Ce ne fut pas une victoire contre ma mère ou ma sœur, mais une victoire pour moi-même. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang, une obligation que l'on subit. C'est une question de choix. C'est choisir activement les gens qui vous élèvent, qui vous soutiennent, qui voient votre valeur même quand vous luttez pour l'avoir vous-même. C'est choisir de construire un cercle de confiance et d'amour, et de le protéger farouchement. Ma relation avec ma mère est compliquée. Elle n'a jamais suivi de thérapie. Elle n'a jamais présenté d'excuses spécifiques. Mais elle a changé, à sa manière. Nous nous voyons quelques fois par an, pour l'anniversaire des enfants. Les rencontres sont brèves, polies, et chargées de non-dits. Elle est une grand-mère distante mais correcte pour mes enfants, qui ne connaissent rien du passé. Le carnet de mes griefs est toujours dans un tiroir de mon bureau, non pas comme une arme, mais comme un rappel des limites que je ne laisserai plus jamais personne franchir. La porte est toujours entr'ouverte, mais c'est elle qui doit faire le travail pour la franchir complètement. Je ne sais pas si elle le fera un jour. Et j'ai appris à être en paix avec ça. Mon bonheur ne dépend plus de son approbation ou de ses remords. Mon parcours m'a enseigné la leçon la plus importante de toutes, le respect de soi n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que vous construisez, que vous défendez et que vous refusez de laisser quiconque vous enlever. C'est une fondation que vous posez, brique par brique, avec chaque limite que vous établissez, chaque vérité que vous osez dire, et chaque pas que vous faites loin de ceux qui cherchent à vous diminuer. Parfois, la fin la plus heureuse ne vient pas de la réconciliation, mais du courage de s'éloigner et de construire sa propre définition du bonheur, sur ses propres termes. Cette histoire, c'est la mienne. Mais peut-être qu'elle résonne en vous. Peut-être avez-vous, vous aussi, été confronté à des dynamiques familiales toxiques, à des conflits financiers qui déchirent les familles, ou à des situations qui semblaient insurmontables. Avez-vous déjà dû vous battre pour votre dignité, pour votre place au soleil, face à votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais beaucoup vous lire et savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Vos histoires de résilience sont une source d'inspiration pour nous tous. Et si vous pensez que ce message de courage, d'indépendance et d'espoir mérite d'être entendu, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour aider d'autres personnes à la trouver, et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires sur la façon dont nous pouvons surmonter les épreuves de la vie et en sortir plus fort. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, jamais votre valeur.